J'ai le très grand plaisir de m'entretenir avec un de nos grands littéraires au Québec, avouons-le, après 50 parutions quand même, il faut le dire. C'est Pierre Ouellette. Pierre Ouellette, bonjour. Bonjour. Alors, vous prenez les bouchées doubles, hein? Demain, ce sera le lancement de pas un, mais deux livres, dont un recueil de poèmes et aussi votre essai, qui porte sur des thèmes qui se ressemblent un peu, non? Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas un hasard qu'ils paraissent ensemble parce qu'ils ont été écrits ensemble. Un peu comme si on tressait des voix différentes, mais proches l'une de l'autre au fil des jours. Je n'écris pas de la poésie nécessairement à toute heure de la journée, souvent le matin, l'après-midi, plus de réflexion. Et finalement, les deux livres se sont écrits presque, on pourrait dire, mutuellement, réciproquement, s'inspirant l'un de l'autre. Donc, au Non quotidien. seulement simultanément, mais Voilà, avec et c'est un pur hasard qu'ils paraissent en même temps, mais ils ont effectivement été écrits en même temps au vous cours des savez, dernières années. Pierre, il n'y a pas de hasard. Quand on publie au rythme où vous publiez, je rappelle, j'ai les chiffres ici, là, 11 romans, 20 recueils, 17 essais, un travail de prof à l'UQAM pendant des années, bardé de prix canadiens, québécois, gouverneur général. euh, bon, alors on a droit, moi je vous dis vous quand je vous parle, là, à cause de ça. Oui, ben, enfin, on s'est tous dit vous, Je mais blague un peu. oui, Alors, j'ai les deux livres en main. oui. Il s'agit de Outre, qui est ce recueil de poésie qui est publié à la très bonne édition du Passage, qui font très bien les choses. Et en même temps, j'ai Dernier recours, qui lui est publié chez Main Libre. Et je ne sais pas par lequel vous voulez commencer, mais moi je suis à votre disposition. Ben, allez-y comme l'inspiration vous vient. Allons-y avec Dernier recours, un penchant pour les essais. Alors, dites-moi, euh, à bout de souffle, vous étiez à bout de souffle et c'est ce qui vous a inspiré. Oui, ben, écoutez, moi, je ne parle pas toujours en tant que moi-même. Je parle aussi, même si je ne fais pas d'appropriation, au nom de tout le monde, au nom de tout être humain, de tout être vivant, peut-être aussi, parce que je me mets également dans la peau des bêtes, dans la peau des plantes. Alors, je pense que c'est cette capacité qu'on a à se métamorphoser en toutes sortes d'êtres autres que soi, puisqu'on invente des personnages quand on écrit, hein, on invente des voix multiples, on s'invente des autres, des doubles, des ombres. Et donc, le roman que je viens de terminer s'appelle La procession des ombres. Donc, c'est une procession que je traîne derrière moi quand j'écris. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de gens dans mon dos qui voient à ma place ma page et qui peut-être tiennent mon crayon ou mes doigts quand je tape sur le clavier. Donc, ce n'est pas mon essoufflement propre, mais Mhm. l'essoufflement du monde d'une certaine manière, surtout depuis les crises qu'on connaît récemment, crise climatique bien sûr, qui n'est pas tout à fait récente, mais qui s'impose aujourd'hui de manière beaucoup plus urgente, crise sanitaire, crise humanitaire, crise financière et économique bien sûr aussi, toute cette espèce de perte qu'on ressent en soi et qui donne l'impression de manquer d'air, qui nous donne la sensation de toujours chercher notre oxygène. Alors, cet air, cet oxygène, je les trouve dans la nature, bien sûr. Je vis au bord d'une Mhm. rivière, au milieu d'une petite forêt, mais essentiellement aussi dans la parole, dans le verbe, comme on disait autrefois, dans quelque chose qui me donne du souffle, mais comme un second souffle, un autre souffle. Pas celui qu'on respire dans la vie quotidienne, qui est devenu un peu irrespirable, asphyxiante, mais dans cette vie autre qui passe par l'imaginaire, qui passe par la mémoire, une mémoire à long terme hein, qui plonge dans les grands mythes, dans le sacré, dans les religions du livre, mais aussi dans les croyances dites primitives, et une imagination qui va plus loin aussi que ma propre vie, qui essaie d'imaginer les temps à venir, peut-être aussi les formes d'apocalypse qu'on devra traverser pour aller plus loin, pour nous dépasser. Donc, j'essaie d'aborder quelque chose qui n'est pas propre à ma propre vie, mais à la vie de la nature et à la vie de l'homme, de la femme, de tout être humain. Je vous cite d'une certaine façon, vous dites avoir entendu des voix dans le courant de l'écriture de ce livre. Oui. Alors, beaucoup de choses sont contrôlées dans ce qu'on écrit,
bien sûr, les premières phrases d'un roman, les premiers mots d'un poème sont souvent jetés sur le papier pour appeler quelque chose qui n'est pas tout à fait nous, qui est en nous peut-être, ou au-dessus de nous, on ne le sait trop, c'est une voix effectivement. C'est pas pour rien que les prophètes disaient qu'ils parlaient toujours au nom d'une sorte de Dieu, qu'ils plaçaient au-dessus d'eux. Moi, j'ai tendance à placer cette voix plutôt en dedans, presque en dessous, hein. Elle vient de la terre presque, hein, du sol que j'habite, et elle monte en moi. Et donc, ce n'est pas que un geste volontaire d'écrire. C'est la raison pour laquelle on parle d'inspiration. C'est une forme de respiration tellement profonde qu'elle va chercher son souffle hors de nos propres organes à nous pour se brancher, on pourrait dire, aux organes même de la nature. On entend souffler le vent, on entend souffler l'air quand on écrit. J'écris souvent dehors, surtout, bien sûr l'été, ça va bientôt Mhm. être le cas. J'ai un kiosque qui s'avance sur, la rivière et qui me donne l'impression d'être vraiment en plein vent et donc cette inspiration, je l'interprète au sens littéral du mot, au sens propre du mot. C'est pas quelque chose qui vient d'une croyance religieuse, mais de mon rapport, au monde environnant. Donc j'ai l'impression effectivement que je suis traversé par ces voies autant que, j'en suis bien sûr aussi le lieu, le goulot, hein, de transmission. J'aimais bien tout à l'heure votre image à l'effet que vous jetez des mots sur le papier, un peu Ouais, de la même façon qu'un peintre ou un créateur va jeter quelque chose sur une toile et ça devient, avec le temps, avec l'espace, avec la réflexion, ça se met à vivre, ça se met à vibrer et j'ai le sentiment que votre conjointe d'ailleurs, qui est une artiste en art visuel, et dont on peut voir une excellente illustration de son travail au cœur des derniers recours. C'est un peu comme ça que je comprends aussi les choses. oui, c'est très gestuel, hein, ça me fait penser un peu au dripping, hein, de Jackson Pollock. Mhm. On commence par, jeter quelques taches comme ça sur la feuille blanche et toutes ces taches commandent, appellent d'autres taches, hein, qui viennent s'y marier, danser avec, hein. C'est comme une espèce de chorale, de chœur, hein, où toutes les voix, toutes les lignes qu'on trace sur le papier se rencontrent, s'entrelacent. Alors il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent quand on écrit. Ce n'est pas seulement une sorte de dictée comme on en avait à l'école, où c'est une Mhm. seule voix qui énonce un texte déjà écrit. C'est quelque chose qui vient de toutes parts. Ouais. Et j'écris d'ailleurs très vite parce que j'ai besoin d'enregistrer sur le moment tout ce qui se passe en moi, heu, à l'instant où Ouais. je tape le texte. Et après, bien sûr, il y a des corrections, des épurations de tout ça, il y a un peu de nettoyage et tout, mais il y a vraiment comme un orchestre qui Ouais. parle et non pas seulement un instrumentiste. C'est très libérateur tout ça, effectivement. Ah oui, Et quand je parle de libérateur, je parle évidemment et automatiquement de liberté. Et cette liberté, vous en avez profité, vous l'avez exploitée presque cette liberté dans ce recueil de poésie Outre. Et j'aimerais qu'on passe du côté de la poésie un peu et que vous me racontiez si vous écrivez la poésie au même endroit que vous avez écrit par exemple votre essai, sur le oui, quai, à sur l'air le libre. fleuve. Oui, exactement. Oui, oui, et puis, alors il faut rappeler que outre, bien sûr, c'est un adverbe qui veut dire au-delà, en plus, hein, et qui désigne donc quelque chose comme un passage. C'est pas pour rien que ça paraît aux éditions du Passage, mais c'est aussi, une gourde, hein, une course. On dirait il y avait une définition de l'âme, qu'on donnait souvent au Moyen Âge. On disait: «C'est une outre emplie d'éther qui se rétracte dans le froid». Très beau, Très joli. définition que j'ai utilisée pour le titre d'un autre livre. Et les Grecs appelaient l'âme pneuma, un pneumatique, comme un ballon d'oxygène, ni plus ni moins. Donc, dans le mot outre, il y a ces deux notions que je traite tout au long du recueil. Donc, une espèce d'organe de la respiration qu'on appelle l'âme et qui est une sorte de gourde qu'on transporte avec soi quand on part en forêt, hein, pour s'abreuver, pour se désaltérer. Et puis en même temps, ce passage au-delà, ce passage, cet en plus, et cet outre mesure, outre monde, outre soi. Donc, c'est à chaque fois des poèmes qui sont remplis d'air, mais un air peut-être un peu difficile
qui ne passe pas tout de suite par les bronches, qui doit traverser un peu tous les organes de phonation. Donc, ce qui fait que le poème se développe un peu comme une spirale, un escalier où l'air descend en soi et en ressort. Donc, il y a tout un travail du rythme que vous avez peut-être senti, une scansion Mhm, mhm. particulière avec des coupures de mots. L'air ne passe pas aussi simplement que quand on souffle un ballon. Il y a quelque chose comme un vase communicant ou un alambic dans lequel il doit circuler. Et l'alambic, c'est ce poème, hein, c'est où on peut sentir la circulation du souffle en soi, dans son esprit, mais aussi dans son corps, hein. C'est quelque chose de très physique. Pour moi, la lecture de la poésie, que je pratique, disons, oralement, À en la voix haute? criant, comme faisait Flaubert pour sa prose, c'est quelque chose qui doit être qui doit être verbalisé, oralisé, jeté au vent. Et donc, beaucoup de ces poèmes ont été lus à haute voix au bord de cette rivière avant que je me décide à faire enregistrer. Parce que je les écris bien sûr d'abord, je les prononce ensuite, mais ils n'en sont fixés sur le papier qu'à partir du moment où ils ont circulé dans l'air autour de moi. Et c'est peut-être ce qui vous permet de dépasser la finitude, comme vous dites. Oui, exactement. Je laisse les mots sortir vraiment. Quand je dis dans l'air, c'est très loin au-dessus de ma tête. Oui, il y a toute une géographie ou une géologie de l'écriture pour moi, et inséparable de mon rapport à la nature. Et dès ma jeune enfance, ma petite enfance, parce que j'ai vécu au bord de la rivière Montmorency, aussi à Beauport, près Ben oui, de... vous êtes de Québec à l'origine. Tout à fait, oui. Donc Oui. entouré par par le fleuve, par les Laurentides. Donc c'est une parole très ancrée à la fois dans les cours d'eau, dans les boisés, dans les clairières, dans les grèves et les battures. Et j'ai besoin que la parole circule en dehors de mes propres poumons, là, en dehors de ma tête, que ça doit Mhm. prendre l'air. Et Et c'est qui pour ça que s'inscrit aussi dans une québécitude? Est-ce qu'on se sent enraciné? Est-ce qu'on se sent oui, bah, très c'est parce que québécois dans j'ai tout ça? beaucoup vécu à l'étranger aussi. J'ai vécu en France, en Italie, au Mexique, au Brésil, au Japon. Et je sens le même rapport à la nature partout où je vais. Ah oui. Mais bien sûr, le fait que je suis né sur cette terre et que maintenant je vais sans doute y mourir un jour parce que j'y habite encore au bord d'une rivière qui n'est pas la même mais qui lui ressemble. Elle est Mhm. aussi nerveuse, aussi vive. Peut-être pas, peut-être qu'elle ne déborde pas autant que la Montmorency, mais elle déborde assez souvent. Donc je connais ces grandes crues, ces débordements. Alors Mhm. tout ça, ça m'imprègne très profondément. Mais d'autres paysages m'ont aussi profondément marqué dans mon histoire. J'aimerais tout simplement ici, puisqu'il nous reste peu de temps, en profiter pour inviter des gens qui aiment la littérature et qui aiment les lancements à se présenter demain à compter de 18h30 à la bibliothèque, à la librairie Zone Libre David et Zone, c'est à à, 18h. À à 18h. 18h. Et on m'a glissé à l'oreille que vous étiez pour dire quelques mots également. Ah oui, il y aura même ce qu'on appelle une causerie ou une discussion, un débat, j'en sais trop rien, avec Carole Forget, qui est poète, Stéphane Despatie, poète aussi, tous les deux co-éditeurs des éditions du Passage et d'éditions Main Libre. Et je ferai quelques lectures d'extraits des deux livres, et puis il y aura bien sûr un échange avec le public. Alors, Alors tout Pierre, je vous souhaite un bon lancement et je rappelle que vos livres sont maintenant ou à compter de demain seront disponibles dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup pour votre présence et continuez votre très beau travail d'écriture. merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci.